Bonjour, voici l'histoire de Belino et de la Haute-Vallée Varaïte. Elle présente les événements qui ont le plus marqué les habitants de cette commune. Cette histoire est divisée en 4 parties. La première partie va de la préhistoire jusqu'en l'an 1200 environ. La deuxième partie est celle du temps de nos ancêtres dauphinois de 1200 à 1713. La troisième partie, de 1713 à 1861, est la période de nos ancêtres sardes. La quatrième partie, de 1861 à nos jours, est celle de nos ancêtres italiens et aussi des migrations. Cette première partie va de la préhistoire jusqu'à l'an 1200 environ. Les Alpes qui nous entourent sont des montagnes jeunes. Elles sont nées de la collision entre la plaque italienne et la plaque européenne. Voici une coupe de l'arc alpin de Digne à Turin. On distingue nettement tous ces plissements dus à la poussée des terres piémontaises. La botte italienne continue de s'écraser contre la France, comme le prouvent ces petits tremblements de terre, dont certains ont leur épicentre dans nos vallées. Les premiers hommes qui parcourent nos vallées sont sûrement quelques chasseurs poursuivant du gros gibier. Ils sont suivis par des éleveurs de moutons, tard de vaches. À partir du premier millénaire avant Jésus-Christ, à l'âge du fer, on trouve les premières traces dans les hautes vallées, comme ces 20 tombes trouvées à Castello du Ponte-Canale. La première civilisation un peu organisée est celle des Ligures. Tous les noms locaux avec des suffixes en asco ou asca sont ligures, comme Venasca, Brosasco, Isasca, Gambasca, etc. Les Liguries Vaigiani occupent les plaines, alors que les Liguries Montani occupent les montagnes, d'après Pline. Les Celtes, nos ancêtres des Gaulois, se fondent avec eux pour former les Celto-Ligures, mais plutôt Ligures. Ils restent petits, bruns, et Pline nous dit que les femmes triment déjà comme les hommes. La première grande histoire concernant la traversée des Alpes est celle d'Hannibal et son armée, de 38 000 hommes, 8 000 cavaliers et 37 éléphants. Il était parti d'Afrique du Nord, a traversé l'Espagne, le Rhône, et il arrive dans les Alpes 2 siècles avant Jésus-Christ. L'itinéraire qu'il a utilisé pour traverser les Alpes est très discuté. On nous dit qu'il est passé par le col de la Traversette et la vallée du Pô. D'autres pensent qu'il a utilisé le mont Genèvre. Un autre historien, ayant bien analysé les textes de Pline qui relatent cette histoire, prétend qu'il est passé par notre col de Lautaret et par le Val Varaïte. On nous dit qu'ils auraient été bloqués au-dessus du plan de Sioule et qu'ils auraient dû tailler le rocher pour faire passer leurs éléphants. En tout cas, la descente fut difficile à cause de la neige, du froid, des avalanches et des attaques des tribus locales. Seulement 7 éléphants survécurent à cette traversée. On en arrive aux Romains qui avaient conquis la Provence et même l'Espagne avant les Alpes, même s'ils les avaient traversées à maintes reprises. Cette conquête des Alpes se réalise quelques années avant la naissance de Jésus-Christ. Les trophées alpins, comme celui de Suse et surtout celui de la Turbie, qu'on nomme le trophée des Alpes, ont été édifiés juste avant la naissance de Jésus-Christ pour célébrer la victoire des Romains sur tous les peuples alpins. En particulier, à la Terre Turbie, on retrouve le nom de toutes les tribus alpines qui ont été vaincues, et en particulier les Vagiani ou Venisani du Val Varaïte. À l'époque de la conquête des Alpes, il y a environ 2000 ans, il existait un roi nommé Donus qui régnait sur une douzaine de tribus ligures dans nos vallées alpines. Ayant autorisé le passage des Romains dans son État, ceux-ci lui laissèrent le contrôle de son peuple. Son fils Cottus fut nommé préfet romain. Après lui, Donus le second puis Cottus le second perdirent le pouvoir au profit des Romains,
et finalement nos vallées firent partie d'une province romaine qu'on appela les Alpes cottiennes, du nom de Cottus. Entre les Pyrénées et les Alpes se développa la langue d'oc, aussi parlée dans nos vallées alpines. Une des causes profondes de nature historique à l'existence de la langue d'oc dans nos vallées est que les Romains fixèrent la frontière entre l'Italie et la Gaule le long d'une ligne qui sépare la plaine piémontaise des premiers contreforts des Alpes. Des pays du bas de la vallée comme Borgo San Dalmas ou Piasco étaient devenus des postes de douane où se payait la taxe de 2,5% de la valeur des marchandises qui entraient en Italie. À partir de là, pour éviter ces taxes, le commerce s'est orienté vers la France et la langue a suivi. On continue à remonter le temps, comme on le voit sur l'échelle située en haut de l'écran. On en arrive au 5e et 6e siècle. Après les Romains, les habitants de nos vallées ont certainement vu passer ces peuples envahisseurs. Peut-être pas les Burgondes, qui seraient restés du côté français des Alpes, mais les Visigoths, les Ostrogoths et les Lombards. On nous dit que les Lombards ont laissé quelques traces de leur passage. Dans l'église de la rue à la Glaise, à Vellino, on peut voir une pierre gravée, dite de Benellus. Il s'agit d'un masque qui s'apparente probablement aux vestiges de style roman lombard. Il nous faut parler aussi des Sarrasins. Au Xe siècle, ils sont installés à Fraxiné, près de Saint-Tropez, et de là, ils mènent des raids dans toutes les Alpes, semant la terreur et rançonnant voyageurs et pèlerins. On sait qu'ils sont montés jusqu'au col du Grand Saint-Bernard et qu'ils ont ravagé la cathédrale d'Embrun. Une tradition orale, transmise de siècle en siècle, veut qu'ils aient épargné la vallée Varaïte, mais cela a probablement marqué les villageois de nos hautes vallées. Encore de nos jours, on montre pendant le carnaval, la BO de Blins, ces personnages aux costumes somptueux et voyants que l'on nomme les Sarrasines et qui sont censés représenter des Arabes. On en arrive déjà à l'an 1000. C'est à cette époque que grandissent les États de Savoie, du Viennois, de la Provence, États dont nous allons beaucoup parler. La Savoie et le Viennois ont très vite compris que leur avenir était du côté des Alpes. Le contrôle des cols leur assurait un certain pouvoir. La Savoie d'abord, lorsque ses comtes épousèrent des filles héritières de Suse. Le Viennois, devenu Dauphiné, poussa aussi ses possessions vers Briançon, tout au début du XIe siècle, s'ouvrant la voie vers le col du Mont-Genèvre. Bref, ces deux États devinrent les portiers des Alpes, autorisant ou non le passage des montagnes. Le Val-Varaïte, lui, n'appartient ni au Dauphiné ni à la Savoie, et encore moins à la Provence. Le Val-Varaïte et Belline font partie du marquisat de Turin, qui a incorporé un comté d'Auriate que les historiens ont de la peine à localiser. C'est l'archevêque de Turin qui a le pouvoir sur les églises de nos vallées. Nos vallées sont déjà bien peuplées et tous les hameaux de la Castellate existent déjà. Les églises sont construites en style roman, comme le clocher de la rue à la Glaise. Le bénitier ou la Vierge en Majesté de la rue à la Glaise témoignent que nos communautés médiévales sont bien vivantes dès le XIe et le XIIe siècle. Au XIIe siècle, l'archevêque de Turin exerce encore son autorité sur nos vallées. Mais Turin est loin et il délègue ses pouvoirs au seigneur de Vergeole qui en profitent pour étendre leur hégémonie sur les paysans de notre vallée. Toutes les églises du Val-Varaïte dépendent de la paroisse de Fallisetto qui était située sur le territoire de Vergeole. Il est certain que d'autres petits féodaux ont acquis des droits dans la Haute-Vallée Varaïte. C'est le cas à Ponte où les nobles pariers ou les chalins tiennent le château et les maisons fortes. C'est aussi le cas à Belline où les seigneurs de Nevache possèdent des droits, dont le droit de paix et de guerre. Mais la pression des nouveaux États est déjà là.
celle des marquis de Saluces au bas de nos vallées et celle du Dauphiné déjà au niveau des cols. Saluces a acheté le château de Vergeol en l'an 1179. En 1215, devant l'avancée des Provençaux en Roya et en Valstura, la régente de Saluces, effrayée, cède la haute vallée Varaïte au dauphin contre sa protection et prête hommage pour tout le marquisat de Saluces. Peu avant 1200, le dauphin acquiert la manse de Saint-Jean de Belin. La manse de Saint-Jean de Belin semble couvrir un peu plus que la commune actuelle. Elle couvre Posterle et une partie de Sainte-Eusèbe. La manse était une unité fiscale. Cette carte nous montre, ici en vert, l'avancée du dauphin. Nos pauvres montagnards se rangent sous la coupe de l'un ou de l'autre. Ils doivent parfois se battre pour leurs seigneurs respectifs. Cela va jusqu'au vol de vaches à Saint-Père ou à Elva par des habitants de Béline, partisans du dauphin. Les impôts sont nombreux en Castellate au XIIIe siècle. Il a fallu nommer un châtelain pour recouvrir ces impôts au bénéfice du marquis de Saluces, du dauphin ou des nobles locaux. Ces impôts, quels sont-ils? La taille, qui est d'un faible montant à Bellino. Un agneau sur 12 pour les troupeaux sédentaires d'hiver. Une taxe sur les fromages, la fidencia, il fallait donner 3 fromages par an. Les droits sur les moulins, qui n'étaient pas libres, et sur les fours, où il fallait payer pour faire cuire son pain. Les mines de fer appartiennent aux dauphins, et cela représente un revenu important, 20% des revenus de la Castellate. Si la chasse est libre, il faut laisser au seigneur un quartier des cerfs, la hure des sangliers, les pattes et les gros intestins des ours. Ce n'est pas tout, à cela s'ajoute, au bénéfice du clergé, la dîme. Dans la pratique du féodalisme se trouvait la primeur de la couche nuptiale, autrement dit le droit de cuissage, droit réservé aux seigneurs locaux. Cette pratique entraîna souvent conflits, bagarres et morts. Une tradition orale rapportée par Claude Allais et transmise de siècle en siècle raconte qu'un de ces seigneurs, informé du jour où devait avoir lieu un mariage à Pontécanal, monta de la vallée pour prendre part au festin nuptial et le soir, dans les champs, montra sa répugnante prétention d'usufruit comme seigneur du lieu. Sur le chemin du retour, avant d'arriver à Casteldelfine, il se heurta à forte partie et dut faire la promesse solennelle de renoncer à cette pratique pour sauver sa vie. Ce droit est aussi connu dans la vallée de la Roya. Deuxième partie, de 1200 à 1713. C'est la période de nos ancêtres dauphinois et je rappelle dans les images suivantes qu'il s'agit du Dauphiné par ce petit écusson qui représente un dauphin. On retrouve ce dauphin sur de nombreuses maisons de Casteldelfine. Le dauphin, ayant acheté la manse de Bellino, étend son domaine vers le bas de la vallée, principalement par rachat de terres aux descendants des seigneurs de Vergeol. La situation n'est pas aussi claire car le marquis de Saluces achète aussi des terres dans nos hautes vallées. Finalement, la frontière se figera entre Sainte-Eusèbe, Casteldelfine, et Saint-Père, au lieu dit aujourd'hui Confines. Alors, le dauphin pense qu'il faut protéger son nouveau domaine et marquer sa présence plus fortement. En 1336, il fait agrandir, fortifier et armer la forteresse de Sainte-Eusèbe, c'est-à-dire Château Dauphin, sur un éperon rocheux dominant l'église de Sainte-Eusèbe. On peut voir les restes de cette forteresse sur la route de Béline, juste avant les tuyaux de la centrale électrique. Le dauphin Humbert II est dans une situation financière désastreuse. Il propose à nos communautés de racheter ses droits, ce qu'elles s'empressent d'accepter. Il s'agit de Briançon, d'Oux, du Val-Clusson, de Château-Dauphin et du Queyras. Moyennant 12 000 florins d'or et une rente, le dauphin abandonne ses droits. C'est cet ensemble que l'on appelle République de Briançon ou Grand Escarton de Briançon.
Il regroupe donc des hommes libres, solidaires entre eux, qui gèrent directement leurs finances et répartissent leurs impôts. Escarter, ça signifie répartir. On note que la Castellate, château dauphin, ne signe qu'en 1363. Mais cela ne suffit pas à combler les dettes du dauphin et dès 1349, il doit céder son état à la France. Et le fils aîné du roi de France prend le titre du dauphin. Nos ancêtres dauphinois deviennent ainsi français. Les fleurs de lys de la royauté française vont très vite être gravées sur les bornes frontières, telles celles du col de Lautaret. Comme on vient de le voir, la Castellate rend hommage au dauphin en 1363, quelques années après les autres escartons. Voici l'acte d'hommage récupéré aux archives de Grenoble. Il est très intéressant à plusieurs titres. D'abord, il date de 1363. Et deuxièmement, il donne une quantité incroyable d'informations sur les familles de la Castellate, donc sur les familles de Belline, de Casteldelfine et de Pontecanal. Ce document d'hommage de château-défunt est signé en Queyras par les représentants des chefs de famille. On y distingue 22 nobles, 13 francs, sans que l'on sache exactement ce qu'ils représentent, et 167 hommes du peuple. Parmi ces 202 noms cités dans cet acte, les noms de nos ancêtres apparaissent. Les Levé, les Richard, les Perrache, les Bruns, les Arnaud et les Bernard sont là. Johannes Galliani, donc un Gallian, est présent lors de la remise de l'acte aux représentants du dauphin à Ambre. La Castellate compte alors 500 feux, c'est-à-dire environ 3000 habitants. Belline varie autour de 160 familles et il faut amener les vaches de plus en plus haut dans les montagnes et construire quelques nouvelles maisons. Comme on le voit, nos vallées sont très fortement peuplées dès le Moyen Âge. Malheureusement, la peste noire de 1348, qui a réduit de moitié la population de l'Europe, va réduire considérablement la population de nos vallées. Et il faudra 4 siècles pour retrouver un nombre aussi important de familles. Savez-vous qu'il y avait des sorcières à Belline? Jugez-en. Henriette, la femme de Jacques Cléqui, une nouvelle arrivante dans notre village, fut accusée des pires maux par les femmes de Belline, dénoncée, arrêtée, jugée, torturée et fut finalement brûlée vive à Briançon. Alors qu'est-ce qu'on lui reprochait à cette brave Henriette? Elle aurait provoqué des inondations, des éboulements de terrain. Elle aurait tari le lait des vaches de Jacques Levé. Elle aurait frappé d'impuissance un certain Manfred Levé. Elle aurait empoisonné Pierre Allemand. Et elle aurait finalement signé un pacte avec le diable. Quelques années plus tard, c'est Sauzine, la veuve de Perrache, et Jeanne, la veuve de Bermond, toutes deux de Belline. Elles sont suspectées de sortilèges, fâcheries, maléfices, et elles furent conduites à Château-Queyras, puis à Briançon. Condamnées au supplice, leurs biens furent vendus. On en arrive aux guerres d'Italie du tout début du XVIe siècle. Juste une anecdote à propos de ces guerres. Bayard, le chevalier sans peur et sans reproche, est passé par le Colonial et descendu la vallée de la Varaïte pour culbuter le général Colonna qui s'était vanté d'attraper Bayard comme pipione nella gabe, comme un pigeon dans la cage. Telles furent les prémices alpestres de la fameuse bataille de Marignan, 1515. On va parler un peu de nos voisins de Saint-Père, qui font toujours partie du marquisat de Salus.
Ce marquisat s'est étendu sur toutes les vallées alpines piémontaises, du Val Sura jusqu'au Val Cisone, et a finalement incorporé le marquisat de Busca. Pendant les guerres d'Italie, il est toujours du côté français. Mais les disputes entre les trois frères marquis de Salus, les derniers marquis, amènent la fin de ce marquisat qui est purement et simplement annexé par la France. On va parler un peu des Vaudois car ils ont été présents à Bélino. Ces Vaudois s'étaient perpétués dans les Alpes avec prêtres et barbets depuis le XIIIe siècle. Les persécutions, les bûchers n'avaient pas empêché la progression de cette croyance. Des temples avaient été ouverts en Haute-Varaïte, par exemple à Canal, puis devenus protestants réformés, ils sont aussi à Bélino. L'Église réagit et en 1603 envoie des missionnaires capucins en Castellate qui rouvrent les églises abandonnées et raniment le culte catholique. Le temple de la Canal est fermé en 1684. Après la révocation de l'édit de Nantes, décidé par Louis XIV, beaucoup de familles vaudoises s'étaient réfugiées en Suisse et parfois en Allemagne et même plus loin. Mais certains ne se plaisaient pas en Suisse et finalement, un pasteur, Henri Arnaud, d'une famille de Bélines, a décidé de ramener tout ce beau monde dans les vallées vaudoises. Il est resté célèbre pour avoir dirigé cette glorieuse rentrée. Ce retour, en 1690, d'un millier de protestants réfugiés en Suisse avec femmes et enfants. Une marche de 250 km de Genève aux vallées vaudoises par les grands cols, en se cachant pour ne pas être pris par les armées de Louis XIV ou par les Savoyards. Encore un changement de frontière. Par le traité de Paris en 1601, les terres du marquisat de Salus sont échangées par le roi de France et passent à la Savoie, contre la Bresse qui devient française. Tout le bas de la vallée Varaïte devient donc savoyard, y compris nos parents de sang père. Une invasion de loups extraordinaire se produit dans les années 1612-1618. Nombreux furent les personnes attaquées par ces hordes sauvages, sans que nous sachions vraiment d'où ces loups arrivaient. Le loup n'était pas rare jusqu'au début du XIXe siècle, et voilà qu'il revient de nos jours. Après les calamités de la guerre et la peste, la Castellate connaît une période plus calme, marquée par une forte croissance économique et une forte augmentation de la population. C'est le cas à Bélino. De nouvelles terres sont cultivées plus haut dans la montagne, de nouvelles maisons sont construites dans les hameaux, la religion est protégée, l'activité progresse. Ce qui n'empêche pas nos berlingognes de s'expatrier en Provence pendant les mois d'hiver. Ils sont colporteurs et ils reviennent pour les foins en été. On vient de voir que le marquisat de Salus et le bas de la vallée Varaïte sont passés à la Savoie. Cet état de Savoie est resté indépendant. Les ducs y règnent en maîtres et ont poursuivi leur conquête. Cet état est devenu important, surtout depuis la dédition de Nice qui a permis d'avoir un port sur la Méditerranée. Alors, il ne leur reste plus qu'à récupérer la Castellate. Tout laissait prévoir que Bélines-la-Castellate allait devenir savoyarde. Cette troisième partie, de 1713 à 1861, est celle de nos ancêtres savoyards qui deviennent ensuite sardes. À partir de 1713, on adopte donc la croix de Savoie. Par le traité d'Utrecht en 1713, la frontière rejoint le sommet des Alpes. Tout ce qui est à eau pendante côté italien devient savoyard et les trois escartous d'Oux, du Val-Clusson et de Château-Dauphin passent à la Savoie. De même, tout ce qui est à eau pendante côté français est français.
C'est le cas de Barcelonnette et de la vallée de l'Ubaye. Devenant savoyard, la communauté de Blins doit jurer fidélité au nouveau souverain. C'est fait le 22 août 1713 par ses procurateurs Jean-Baptiste Perrache et Antoine Roux. Notons que c'est la fin des escartours et de cette fameuse république de Briançon. Dorénavant, Bellino va payer des impôts à l'État de Savoie et Barcelonnette, comme le Queyras et le Briançonnais, vont payer des impôts au roi de France. Par ce même traité de 1713, Victor Amédée II de Savoie obtient la Sicile, qu'il échange bien vite en 1720 contre la Sardaigne. Il se voit attribuer le titre de roi de Sardaigne, et il se fait couronner à Turin. C'est la naissance du royaume de Sardaigne ou État sarde. Nos ancêtres deviennent sardes. Alors le roi inféode les fiefs de la Castellate dès février 1734. Le fief de Bellino est acheté par Biagio Alfasio, un militaire qui a épousé une Grimaldi de Busca. Il obtient l'investiture pour Bellino avec le titre de comte. Donc les Alfasio Grimaldi continuent ensuite à porter le titre de comte de Bellino. C'est pareil pour Casteldelfine qui passe à la famille de Salus de Paesana, une branche de cette fameuse famille des marquis, et eux aussi avaient le titre de comte de Casteldelfine. On en arrive à la bataille de la Batagliole. À l'occasion de la guerre de succession d'Autriche, les Galispans, c'est-à-dire les Français et les Espagnols, veulent conquérir Parme pour le donner à l'infante Don Philippe d'Espagne. Il faut savoir que le roi de France, Louis XV, et le roi d'Espagne étaient apparentés. Du côté de Charles-Emmanuel III de Savoie, on a des moyens considérables. L'armée piémontaise est composée de régiments d'infanterie, cavalerie, de dragons, etc. J'ai dessiné ici tous ces régiments de Savoie avec leurs drapeaux et leurs uniformes qui participent à cette formidable bataille de la Batagliole. Les archives d'État de la Savoie ont conservé de très belles cartes de ces formidables batailles dans nos montagnes. En voilà une sur laquelle j'ai souligné l'emplacement des armées. Nous sommes donc en octobre 43, ce qui est déjà tard dans la saison, et on voit l'arrivée de l'armée française par le col de Saint-Véran, de l'armée espagnole par le col Aniel. Tout ce beau monde se regroupe à La Chanal. Ils sont 25 000 avec leurs chevaux et leurs canons. Imaginez les réquisitions demandées au peuple de La Chanal. Réquisition de maisons pour loger les officiers, de bois pour se chauffer. On estime d'ailleurs à plus de 10 000 le nombre de pains abattus. L'armée savoyarde les attend à Ponte, derrière des fortifications, et sur les crêtes de Bellino. Une brigade d'Anjou passe par le vallon de Soustrat, descend par Valente et se fait massacrer par les armées savoyardes qui les attendent, bien protégées par leurs palissades. Un détachement est repoussé par 3 fois à Bon-Dormir. Vu qu'on était au mois d'octobre, il faisait très froid. Et les armées franco-espagnoles décidèrent de s'en retourner en France. Ils furent incapables de remonter les canons jusqu'au col d'Aniel sous la neige. Les Sardes en firent des trophées qu'ils promenèrent de ville en ville. L'année suivante, dès juillet, les Galispans reviennent. Cette fois, ils attaquent par plusieurs vallées, par Barcelonnette et la vallée de l'Ubaye, tout comme par le Queyras, par les cols Aniel et Saint-Véran. Dans la vallée de la Sura, ils sont momentanément arrêtés aux barricades. Mais les Piémontais avaient eu tout le printemps pour se fortifier. En particulier, 6 000 hommes avaient travaillé une palissade qui coupait les deux vallées, Vareit, créant des forts dans les vallées et des redoutes dans les montagnes. Dans la vallée de Bellino, la palissade partait du col de la Bicoque, passait par Chiesa pour remonter vers le mont Cavallo.
Du côté de Ponte, tout se passait au niveau du château de Castello. Un fort de bois, le fort Barula, était construit sur la rive gauche. Le fort du château et le fort de San Carlo barraient l'arrivée du vallon de Valente. Sur les sommets, à pierre longue, ils avaient construit un pont pour passer les rochers à cheval. Au mont Cavallo, la redoute était protégée par un fossé et une palissade. Formidable bataille où on se bat d'abord à la Gardette, à Sainte-Anne, maison par maison, à Raissas, à Bon-Dormir, à Pierre-Longue pour arriver au mont Cavallo. De l'autre côté, une colonne française passe par le Pelve de Béline et on a aussi une bataille au col de la Bicoque. Formidable bataille, comme je disais, où l'armée franco-espagnole perdit 1654 hommes blessés ou tués et l'armée sarde près d'un millier. Malgré les victoires de Desmontes et de la Madone d'Olmo, les Français échouèrent au siège de Cuneo en 1744. Tout cela pour rien. Il semble qu'il y ait eu un traître qui indiqua toutes les positions piémontaises aux Français. Il semble aussi qu'il était de Béline et qu'il s'appelait Prime, Perrin, qu'il fut fait prisonnier mais qui réussit à s'échapper. Après cette formidable bataille, la légende raconte que le torrent de Vareit coula rouge du sang des victimes de cette bataille. Mais le pire fut le sac de Béline. Après la bataille, les Sardes se retirèrent à Sampaire. Le commandant français autorisa un sac libre et sauvage tant à Béline qu'à Château-Dauphin. Écoutons Don Tolosan nous raconter cette période. Les soldats pillèrent les maisons et les églises. À Béline, ils tuèrent 2 hommes et il se commit quelques viols. À Château-Dauphin, ils n'oublièrent aucune maison, pillant aussi la maison des Capucins, où ils firent main basse sur de nombreux objets du campement piémontais évacué. Les villages de la Haute-Vallée-Vareit subirent pendant ce mois de juillet 1744 la période la plus triste de leur histoire. C'était la désolation. Les hameaux de Béline furent saccagés. Il fallut fournir 25 vaches pour les armées. Et puis en plus, tous les hommes des 2 vallées durent détruire leurs fortifications du col de la Bicoque au mont Viso. Les forts en bois furent brûlés. Après ces événements, c'est une période de paix. La vie reprend lentement dans ces villages où la solidarité est la règle. On vit avec ce que l'on a. L'herbe et les arbres repoussent, les foins sont coupés, on économise un sou après l'autre, on reconstruit, on achète quelques vaches. Le souvenir de cette période tragique s'estompe. En 1770, la paroisse unique de Bellino est divisée en 2 par séparation entre les bourgs du bas et les bourgs du haut. San Giacomo en bas et San Spirite pour la nouvelle paroisse du haut. Du coup, on construit une église à Celle. Le premier curé d'en haut est Giacomo Antonio Perrache et le premier baptisé est Giuffredo Gallian. On est en montagne et les avalanches ont été nombreuses dans nos vallées. Citons celle de janvier 1788 à La Chanale. Elle a fait 21 morts, 43 maisons écrasées, 25 vaches et 123 brebis périssent. À Béline, le nombre de noms est limité. Plus de 50% de la population de Béline s'appelle Richard, Gallian ou Levé. Et pour éviter les mariages consanguins, on utilise des surnoms. 1802, Napoléon annexe le Piémont et crée les premiers départements Pau, Sturat, Douar, Marengo, Sésia et Turin, avec ses 80 000 habitants, devient la 4e ville de France. Le Val-Vareit et Béline font donc partie du département de la Surat de 1802 à 1815. Et tous nos actes importants, état civil, archives, tout ce qu'on veut, tout ça, ça reste en français.
Beaucoup participent aux campagnes militaires de l'empereur. Il faut savoir que les recrutements obligatoires étaient plus importants dans ces départements qu'en France. Et à la fin de l'Empire, l'État sarde est restauré de 1815 à 1861. C'est la période de peuplement maximum des Alpes. Pour la population de Bellinoise, on arrive à environ 1050 habitants. Notons simplement une mortalité importante dans les années 1840-1852, épidémie, tuberculose, pneumonie, d'après les actes de décès. La population redescend jusqu'à 950 habitants. En Castellate, d'octobre à avril, les hommes émigrent à cause de l'augmentation constante de la population, du manque de travail en hiver et aussi pour éviter de nourrir tout le monde. C'est l'époque où on dessine les cadrans solaires dans nos rues. En ce qui concerne l'Italie, elle est toujours aussi morcelée. Le plus grand État est toujours ce royaume de Piémont-Sardaigne. Quatrième et dernière partie de 1861 à nos jours. Et voilà l'unification italienne et le début de l'émigration vers la France. Voilà les acteurs de l'unité italienne. Cavour, Napoléon III et Victor Emmanuel II. Par accord entre Napoléon et Victor Emmanuel II, la Savoie et Nice, qui avaient déjà goûté au fait d'être français sous Napoléon, passent à la France en 1860. Et les Français aident Victor Emmanuel II à assurer l'unité italienne. Ce sont les batailles de Solferino, Marengo contre l'Autriche. Victor Emmanuel II est proclamé roi d'Italie. Garibaldi et les chemises rouges s'occupent de la Sicile et du royaume de Naples. Rome est annexée en 1870, sauf le Vatican. Et finalement, Rome devient la capitale de l'Italie. Après l'unité italienne, on note une forte émigration en France. Et la population de Béline décroît fortement. On privilégie le midi de la France, Toulon, Marseille et aussi le Vaucluse. Pour donner un exemple, de Béline, quelques personnes s'installent à Caron et comme toujours, elles font venir leur famille. Ce sont 24 familles qui vont s'installer dans ce village. Ainsi, celles surnommées Bourg, Tchauvi, Régué, Troussette, Soudalo, Frière, Trousse, Mérotte, Loupe, Gadalou et d'autres passent par le col de l'Otaré et s'installent dans ce village vauclusien. C'est tout juste si la guerre de 14-18 arrête un peu l'immigration, mais elle reprend de plus belle car la France manque de bras. L'entre-deux-guerres est marqué par la montée du fascisme. Benito Mussolini. C'est aussi une période de défense des frontières. On construit un grand nombre de fortifications, de fortins, de blocus dans nos vallées. À Béline, elles sont nombreuses. J'en ai donné la liste ici. Et c'est aussi la période des travaux hydroélectriques de 1936 à 1942. L'eau du torrent Varait de Béline est détournée de son cours ancestral par une galerie de 4482 mètres qui passe sous la montagne de la Batagliole et vient alimenter le nouveau barrage de Castelponte. De là, une nouvelle galerie descend vers Puy où démarrent les tuyaux vers la centrale de Casteldelfino. La Seconde Guerre mondiale amène son lot de malheurs. Chaque village honore ses morts. Pour celle d'Ibelline, on peut remarquer que beaucoup sont décédés en Russie. La seule modification de frontière, c'est celle de Tende, la Brigue, Pienne, Libre et une partie de Saorge, qui passe à la France, suivant le vœu de Charles de Gaulle. Que dire de plus à la fin de cette histoire de Béline? Simplement que notre identité, c'est celle de nos ancêtres. Leur histoire est la nôtre. Si nos vallées se vident de leurs habitants, nos cœurs restent pleins de leurs histoires.
afin que nos enfants comprennent d'où ils viennent et ce qu'ils sont. Et terminons par ce col de Lautaret au sommet du Valvarite de Béline qui a vu passer tous nos ancêtres, qu'ils soient maçons, remouleurs ou migrants.